ni à quel moment il le faut, mais on est à peu près d'accord que la recette qui marche le moins mal, ce sont des hauts ratios de plasma, des hauts ratios de plaquettes, et on est tous d'accord sur le fait qu'il va falloir le faire rapidement. Si on veut faire un focus sur les premières heures des courbes de survie que plusieurs des orateurs vous ont montré ce matin, effectivement, la mortalité du traumatisé hémorragique est une mortalité très précoce. Et quand on fait un focus encore plus précis sur les premières heures, ici ce sont les patients de l'étude Proper qui avaient soigneusement minuté les heures d'arrivée, les heures d'administration, mais aussi les heures de décès de leurs traumatisés. On retrouve les mêmes données qu'on retrouve également sur l'étude ROC. La moitié des patients qui vont devoir mourir d'un choc hémorragique seront morts à 2 heures, avec une répartition qui est une répartition qu'on pourrait qualifier de non paramétrique, c'est-à-dire que la courbe est très très raide au départ, et probablement on perd beaucoup de patients dans les premières minutes. Il y a des endroits où on appelle ces patients-là des météores, parce qu'on les voit arriver et puis ils n'arrivent jamais en salle d'opération, tellement ça va vite. Donc la question de la vitesse est une question essentielle, et derrière, évidemment, il y a de la logistique. De la même manière, si on sait que les patients meurent vite, la vitesse, en revanche, elle sauve. On a pu montrer sur des analyses rétrospectives ou des études avant-après que l'obtention précoce des objectifs transfusionnels tels qu'on les a décrits eh bien, était associée à un bien meilleur pronostic pour les patients. On a pu montrer sur des études avant-après que la constitution à l'avance de packs transfusionnels améliore le pronostic des patients. Et enfin, au cours de l'étude Proper, on a pu montrer que tout retard pour l'obtention de ces packs au chevet du patient augmentait le risque de décès de 5% par minute. Ça peut paraître énorme, mais rappelez-vous du graphique qu'on a vu à l'instant. On a dans les premières minutes de l'arrivée des patients, tout au moins ceux qui arrivent vivants à l'hôpital, une courbe de décès qui est extrêmement raide, et on a probablement beaucoup à gagner à aller vite dans ce moment-là. Si bien que les recommandations telles qu'elles existent, que ce soit des recommandations européennes ou des recommandations françaises, qui sont d'obtenir un certain ratio, 1 pour 1, 1 pour 2, peu importe, eh bien, se heurtent à la dure loi de la réalité. C'est vrai en Angleterre, où quelle que soit la définition qu'on prend du choc hémorragique, on retrouve ce que vient de nous dire Tobias à l'instant, 4 concentrés globules rouges, qui est quand même associé à plus d'un quart des patients qui vont mourir, ou plus de 10 concentrés de globules rouges, un échec ou pas, en tout cas, près de 40% des patients vont mourir. Eh bien, ils ont beau être très graves, ils ont leur premier plasma en à peu près 1 heure et demie. Quand c'est vraiment très très grave, ça prend environ ça prend un peu plus d'1 heure. Quant aux plaquettes, n'en parlons pas, il faut entre 2 heures et 2 heures et demie avant que ces patients très très graves reçoivent leur première plaquette. En France, c'est à peu près la même chose. C'est le travail d'Anne Gaudier à Lille qui montre que les délais sont à peu près les mêmes. Donc respecter les recommandations, c'est difficile, y compris quand tout va bien. Je vous rappelle que de temps en temps, même dans votre univers, un peu différent du mien, ça peut aussi aller très mal. Et je vous ai fait un petit panégyrique des différentes tueries de masse ces dernières années. Je me suis arrêté en 2007 parce que je me suis fatigué. Je n'ai pas inclus les tueries de masse américaines. C'est quelque chose qui peut vous arriver, et notamment à Paris en 2015. On a observé les mêmes phénomènes qu'on connaît en médecine de guerre, une faible proportion des patients qui sont des traumatisés hémorragiques très graves, qui vont consommer une très très grosse quantité de produits sanguins. Et finalement, on est beaucoup mieux équipé, qu'on soit dans un centre de traumatologie, dans un trauma center TC, ou pas dans un centre de traumatologie, pour amener les patients très rapidement au bloc opératoire, dans une médiane d'une demi-heure dans les centres de traumatologie. Finalement, ça va plus vite de les amener au bloc opératoire que d'avoir des concentrés de globules rouges, et ça va encore plus vite que de disposer de plasma, et pour les plaquettes, n'en parlons pas. Donc la question logistique est une question essentielle face à cette question de base qui est on voudrait finalement transfuser quelque chose qui va être l'équivalent d'un concentré de globules rouges quand c'est très grave, plus un plasma, plus un mélange de concentrés plaquettaires, tous les 4 à 6 concentrés de globules rouges. Comment est-ce qu'on peut le faire le plus rapidement possible? Bien sûr, vous m'avez tous vu venir avec mes gros sabots. Il y a différentes solutions. Il y a différentes solutions qui sont des solutions militaires qui ont été testées soit dans l'ombre, soit de manière un peu plus officielle au cours des 10 années de guerre que viennent de connaître les États-Unis.
On l'a vu pour les concentrés globules rouges, eh bien, il faut s'organiser, avoir des lots de transfusion massive ou un pneumatique comme à l'hôpital européen Georges Pompidou. La question de la disponibilité du plasma est une question cruciale que l'armée américaine a résolue assez rapidement au début de son engagement en Irak, donc en décongelant à l'avance les plasmas frais congelés et en les conservant 5 jours. Schématiquement, je décongèle mes plasmas le lundi, et si le vendredi je ne les ai pas utilisés, eh bien je les jette à la poubelle. Il est assez rare qu'ils n'aient jamais été utilisés. L'armée française, elle, se repose sur l'utilisation de plasma lyophilisé. On peut aussi utiliser du plasma jamais congelé, c'est assez confidentiel, c'est moins de 15% de l'utilisation de plasma en urgence aux États-Unis. Mais autant on peut conserver du plasma décongelé 5 jours à 4 à 6 degrés, du plasma jamais congelé, ça peut monter jusqu'à 15 jours. Et puis surtout, une fois qu'on s'est mis dans la tête que je vais décongeler le lundi et jeter éventuellement le vendredi si jamais ça ne marche pas, si je fais ça avec du plasma AB, bah, je ne vais pas aller très très loin. Parce que le plasma AB, les donneurs AB, je crois que ça va être moins de 5% de la population. Donc il faut se résoudre à transfuser du plasma incompatible. On va revenir dessus, rassurez-vous, ça fait pas mal. D'ailleurs, vous l'avez déjà fait lorsque vous avez transfusé il y a quelques années des plaquettes incompatibles qui étaient en suspension dans du plasma. Ça ne s'est pas si mal passé que ça. Enfin, il y a la question de la gestion de la pénurie de plaquettes. Comment faire pour avoir des plaquettes pendant longtemps? Une des voies suivies par les armées, c'est le cas de l'US Marine Corps, qui envoie en opération extérieure des plaquettes stockées à 4 degrés qui peuvent à ce moment-là être conservées pendant 10 jours au lieu d'être conservées pendant 4 jours. Et puis enfin, il y a le dernier problème à gérer qui est la gestion de ces différents produits sanguins labiles au chevet des patients. Si vous avez déjà eu affaire à une grosse urgence hémorragique au bloc opératoire, vous savez qu'on peut rapidement devenir fou à faire les compatibilités ultimes d'une main tout en appuyant sur les plasmas de l'autre côté, tout en criant au téléphone pour avoir les plaquettes et en se demandant dans quel ordre on va bien pouvoir passer tout ça dans la voie veineuse qu'on a mis à notre patient. Bien sûr, vous m'avez vu venir, la solution de tout ça, ce serait le sang total. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a accepté l'idée de transfuser du plasma incompatible, qu'on s'est dit que transfuser des plaquettes à 4 degrés, stockées à 4 degrés, ce n'était pas la fin du monde, finalement, on va pouvoir laisser tout ça dans la même poche et le conserver dans un réfrigérateur de 4 à 6 degrés. Et puis, on va avoir tout ça au même moment. Effectivement, sur le papier, c'est extrêmement séduisant. Et d'ailleurs, on a le souvenir des anciens qui ont transfusé du sang total aux États-Unis jusqu'au début des années 90. C'était une pratique courante. Et c'est encore une pratique courante en pédiatrie pour des raisons de réduction de volume. Réduction de volume, effectivement, c'est important parce que lorsque vous transfusez des concentrés globules rouges, il va falloir que vous mettiez dedans du conservateur, de l'anticoagulant, et puis la même chose pour le plasma, et puis la même chose pour les plaquettes. Et donc à la fin, une fois que vous mettez les trois ensemble pour reconstituer l'équivalent d'un sang total, eh bien vous aurez tout dilué, si bien que dans votre grosse poche, là, vous aurez un gros volume, certes, mais vous aurez dilué votre plasma, vous aurez dilué vos plaquettes, et vous y aurez dilué vos globules rouges, alors qu'à côté, l'unité de sang frais total va représenter un volume moindre et ça va être plus bio, si j'ose dire, puisqu'il y aura moins de conservateurs et il y aura moins d'anticoagulants. Attention, ceci n'est vrai que lorsqu'on parle de sang frais total, parce que dès lors qu'on conserve un petit peu cela pendant quelques heures, il va y avoir une diminution des taux de facteurs et une diminution de l'activité plaquettaire. Ce qui fait que les publications sur l'utilisation du sang total sont un petit peu compliquées à lire, parce que dans certaines, on va trouver ce que j'ai eu fait dans une autre vie, c'est-à-dire qu'au moment où les blessés arrivent, et peut-être même un peu avant, on a convoqué les donneurs, et c'est bien du warm fresh whole blood, du sang qui est encore tiède, qui vient d'être prélevé du bras d'un donneur, que l'on va donner immédiatement, sans déleucocytation, dont il y aura exactement le taux de plaquettes qu'il y avait dans le donneur, le taux de facteurs qu'il y avait dans le donneur, et tout ceci à une température qui fait qu'on ne va pas faire refroidir notre patient. On peut aussi le conserver un petit peu au frais, et c'est pour ça qu'on va trouver dans la littérature du fresh whole blood également. Ces trois études, ce sont les trois études militaires sur lesquelles l'armée française s'est appuyée pour faire sortir de l'ombre cette pratique qui était un petit peu clandestine de la transfusion de sang total lorsque vraiment on était ennuyé, et à l'époque c'était surtout utilisé pour pallier la carence du stock dans des circonstances compliquées. Donc une étude qui montre un franc bénéfice, mais avec, comme c'est du warm fresh whole blood, il y aura eu le temps de le prélever, donc il y a un biais de survie
qui fait que ce sont ceux qui ont survécu suffisamment longtemps, le temps qu'on prélève les copains, qui vont recevoir du sang total. Une étude excluant la mortalité précoce et comparant les plaquettes dans le fresh whole blood, puisqu'il n'est pas déleucocyté, et donc les plaquettes ne sont pas restées dans le filtre, qui montrait une équivalence entre le sang total et l'utilisation de plaquettes d'aphérèse. Les Américains avaient installé une machine d'aphérèse en Irak, ce qui est un relatif exploit. C'est là-dessus qu'on s'est basé sur le fait de ne pas envoyer de plaquettes en opération extérieure et de se reposer sur l'utilisation du sang total. Enfin, une troisième étude positive, celle-là, qui utilise du fresh whole blood conservé un petit peu plus longtemps. Donc 3 études positives. La plupart des études positives viennent du monde militaire, et le monde militaire américain est très interfacé avec le monde civil, et tous ces trauma surgeons et anesthésistes réanimateurs militaires sont rentrés dans leur pays et ont importé cette pratique qui leur plaisait bien, parce qu'il y avait quand même quelques arguments factuels, même si ce ne sont pas des essais randomisés contrôlés, et puis parce que ça leur avait bien simplifié la vie quand ils étaient dans des situations difficiles. Si bien que le sang total est en passe de devenir un standard de soins aux États-Unis après avoir été introduit dans des centres moteurs. Et il y a 2 ans, eh bien, à peu près un quart des centres de traumatologie de niveau 1 américains utilisaient du sang total en pratique courante. Attention, on a encore changé, tous les sangs totaux ne sont pas équivalents. Celui-ci, c'est un sang total que l'on a conservé au frais et qui, par ailleurs, pour répondre aux standards civils, a été déleucocyté. Donc il est passé au travers d'un filtre qui, si on a un bon filtre, aura retenu que les 3/4 des plaquettes. Donc des publications extrêmement hétérogènes, mais sur lesquelles, à un moment donné, il faut bien avancer en reprenant le bon vieux principe de Michel Audiard, puisqu'on est dans la situation cinématographique qui veut qu'un abruti qui marche va beaucoup plus loin qu'un intellectuel assis. Ne le prenez pas mal, je suis le seul à ne pas être assis dans cette salle. Malgré ça, il persiste quand même un certain nombre de questions qui fâchent. Je fais du sang total. Celui que j'ai eu fait en Afghanistan, j'avais groupé mes patients à l'avant. Donc le patient de groupe A, il avait du groupe A. Les blessés afghans, très souvent, ils étaient de groupe B, mais j'avais des traducteurs afghans qui voulaient bien donner leur sang, donc c'était du groupe B. Et donc, je n'avais pas ces problèmes de compatibilité. À partir du moment où on se décide à gagner ce temps du prélèvement, il faut le conserver au frais. Et si on veut le conserver au frais, il faut aussi faire l'économie du temps de groupage. Donc, il faut du groupe O pour tout le monde. Ce qui veut dire que je vais transfuser du plasma incompatible. Et puis derrière, il y a la notion de ces satanées plaquettes qui vont être à 4 à 6 degrés dans mon réfrigérateur, alors que depuis que je suis petit, on m'explique que les plaquettes, c'est 20-24 degrés sous agitation constante, sinon ça ne marche pas. Premier point, les plaquettes. Les plaquettes, c'est le point de blocage majeur. Et pourtant, on a vu que Jeremy Perkins, il montrait que c'était équivalent à sa machine d'aphérèse en Afghanistan. En Irak. Effectivement, cette notion des plaquettes qu'on va conserver peu de temps, que pendant 5 jours, sous agitation constante, remonte à l'introduction dans les années 70 à une pratique qui a révolutionné la chimiothérapie. C'était l'époque où on faisait des chimiothérapies lourdes et les patients se retrouvaient très rapidement thrombopéniques et on devait interrompre des chimiothérapies. Et quand on leur transfusait des plaquettes qui avaient été conservées pendant, là c'est la courbe verte, qui avait été conservée à 4 degrés, les courbes de droite, qui avaient été, les courbes de gauche qui avaient été conservées à 4 degrés pendant plus de 18 heures, eh bien on voyait très rapidement un taux de recirculation. En moins de 4 heures, il n'y avait plus une seule plaquette qui circulait. Et cette entrave au taux de recirculation était proportionnelle au temps pendant lesquels on avait mis les plaquettes au frais. Et inversement, des plaquettes conservées à 24 degrés. Donc vous reconnaissez malgré tout les avatars des plaquettes que vous connaissez bien en réanimation. Il faut en transfuser très souvent parce que ça ne circule pas très longtemps. Mais quand on les fait à 22 degrés, eh bien ça circule un peu plus longtemps que lorsqu'on les fait à 4 degrés. Et donc le standard, puisque la cause principale de transfusion des plaquettes en réanimation, c'était les patients thrombopéniques post-chimiothérapie, eh bien, le standard de soins, c'est devenu des plaquettes conservées à 22 degrés. Et pourtant, les mêmes auteurs, à ce moment-là, ils pouvaient nous expliquer pourquoi ces plaquettes ne circulaient pas très longtemps lorsqu'elles étaient conservées à 4 degrés. C'est parce qu'elles étaient activées
elles étaient activées instantanément et elles allaient se jeter sur le moindre caillot en formation pour aller faire un thrombus. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut en traumatologie. On se fiche de savoir si ça va circuler dans 6 heures, 6 jours ou je ne sais quoi. Ce qu'on veut, c'est que dans 6 minutes, ça va aider notre chirurgien à faire l'hémostase, parce qu'on a beaucoup parlé de facteurs d'hémostase dans ce topo. Il y en a quand même un qui est essentiel, c'est le chirurgien qui va arriver à faire l'hémostase. S'il n'y arrive pas, eh bien le patient meurt. Et à une époque où on avait des techniciens qui étaient capables de faire des temps de saignement extrêmement précis, qui est un bon modèle, ma foi, in vivo, à l'inverse de tous les modèles in vitro qu'on vient de voir, eh bien on voyait que la correction du temps de saignement des patients sous aspirine à qui on transfusait des plaquettes à 4 degrés Celsius était bien supérieure, bien plus durable que lorsqu'on leur transfusait des plaquettes à 22 degrés. Sur les plaquettes à 22 degrés, on voit bien la baisse de l'agrégation au fil du temps, hein, qui correspond à l'impression qu'a le clinicien que la plaquette de 4 jours, elle marche quand même beaucoup moins bien que la plaquette de 1 jour. C'est ce qu'on retrouve sur ces taux d'agrégation, sachant que maintenant que les plaquettes ont une viroatténuation, les plaquettes de 1 jour, on n'en a plus du tout. On n'a plus que des plaquettes de 2 jours, et ça nous amène à 5 jours. Donc ça augmente encore le problème logistique. La deuxième question qui fâche, c'est le plasma. Je vais transfuser du plasma incompatible. C'est impossible. Depuis mon externat, on m'explique que ça va tuer les patients. Ça va tuer les patients. N'empêche qu'historiquement, c'est ce qu'on a fait pendant des décennies. Donc on a les données de la guerre de Corée, où l'armée américaine n'exportait en Corée que du sang total de groupe O, sur laquelle on avait testé quand même qu'il n'y avait pas beaucoup d'anti-A et d'anti-B qui circulaient. On appelle ça les taux d'hémolysine dans le monde des laboratoires. Et ça s'est bien passé. Dans un monde plus récent, pendant la guerre du Vietnam, ça s'est également bien passé. Et enfin, maintenant que le plasma de groupe A, maintenant que les Américains dans les centres de traumatologie, c'est même une obligation pour avoir un centre de traumatologie labellisé de niveau 1 aux États-Unis, il faut qu'on puisse montrer aux certificateurs qu'on a en salle d'accueil des urgences vitales du plasma décongelé à l'avance. Donc je le répète, si vous faites ça avec du plasma AB, vous allez tenir 2 jours à peu près. Donc vous allez être obligé d'aller le faire avec du plasma de groupe A. Donc grosse expérience rétrospective qui fait l'objet d'une étude du même type, qui montre les chiffres que vous avez sous les yeux, et grosso modo, il ne se passe rien, surtout dans ce contexte. Le sang total de groupe O, déleucocyté, conservé au frais, est donc devenu un standard de soins dans de nombreux trauma centers et notamment aux États-Unis. Et ceci sur un niveau de preuve qui, sans être totalement négligeable, je vous en ai montré quelques-uns, qui est quand même pas fabuleux. Donc on est beaucoup plus dans la validation rétrospective de quelque chose qu'on a introduit de manière empirique pour voir si ça marche. Et il y a toute une flopée d'études qui sortent. En 2021, on avait une méta-analyse qui regroupait 12 études de cohorte. Dans les mois qui suivaient, elle était suivie par 6 autres études de cohorte décrivant l'utilisation du sang total de groupe O déleucocyté. C'est du faible niveau de preuve, tout le monde est content. Certaines montrent un bénéfice à l'utilisation du sang total, certaines n'en montrent pas. Aucune ne montre d'effet délétère et surtout, on ne retrouve pas d'hémolyse chez les patients. Alors pourquoi diable est-ce qu'on peut transfuser du plasma incompatible chez nos patients? C'est simple, les antigènes du groupe ABO sont des antigènes absolument ubiquitaires, vous en avez partout. Et d'ailleurs, lorsque va se poser la question de la transplantation d'un organe, les transplanteurs vont commencer par vous poser la question du groupe de vos patients. Donc quand vous transfusez du plasma de groupe incompatible, les anticorps qui sont contenus vont aller se jeter d'une part, vont être en faible quantité par rapport au volume circulant, ce qui reste chez votre patient, et par ailleurs, ils vont se jeter sur la première cellule endothéliale venue pour s'absorber. Et donc, si c'est un bon moyen de faire apprendre les tableaux ABO à nos étudiants, dans la réalité, cela n'a pas d'impact. Donc pas de validation très rude, et cette validation elle est en cours par différents groupes, notamment le groupe LIFE qui travaille sur 6 gros projets et qui a 3 grosses études randomisées, contrôlées en prévision, ou qui avaient, parce qu'entre-temps il y a la Covid qui sont arrivés, et une seule a été terminée, c'est l'étude P-Power, testant l'utilisation du sang total en préhospitalier, qui montre qu'il était une étude de faisabilité, qui débusque un certain nombre de lièvres, ce qui est faisable, pas faisable, est-ce que je peux réellement mettre du résus négatif partout, voilà, des conclusions, mais aucune conclusion clinique.
Les deux autres études ont un design extrêmement intéressant, sauf que, Covid aidant, ils n'ont toujours pas commencé. Il y a une petite étude dans un petit village gaulois que vous reconnaissez, qui a quand même commencé depuis le mois de janvier, qui est l'étude STORM, Sang total pour la réanimation des hémorragies massives, qui est une étude extrêmement prestigieuse, puisqu'elle va inclure l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Je ne vois pas quel gage de prestige supplémentaire elle pourrait avoir. Dans l'immédiat, on commençait à recruter les deux centres militaires, l'hôpital Percy qui a commencé au mois de décembre et l'hôpital d'instruction des armées de Toulon qui a commencé à recruter au mois de février. Le but n'est pas de répondre à la question est-ce que je vais sauver le monde entier avec du sang total par rapport à du plasma, du globule rouge, etc. L'idée, c'est d'améliorer la logistique. Il s'agit donc d'une étude d'équivalence portant sur la capacité, sur les données du paramètre du texte 6S qui vous a été présenté tout à l'heure, sur la capacité du sang total à pas faire pire. Et si on fait pas pire, à la fin, on a un produit qui est simple à utiliser, qui fait qu'on arrête de s'engueuler à propos du temps où on passe les plaquettes, qui fait qu'on n'a qu'un seul produit à gérer au moment crucial, et on veut juste savoir si ça fait pas pire. Car la logistique, pour rester dans les références cinématographiques, je vous jure que je ne me suis pas mis d'accord avec Tobias, c'est quelque chose d'essentiel. Car si les amateurs discutent couramment de tactique, les soldats professionnels, eux, discutent de logistique. Et c'est ce pourquoi vous payez des impôts et vous payez ma solde. Mais mes élèves qui m'ont aidé à préparer ce topo se joignent à moi pour vous remercier de votre attention.